avant de donner la parole à Thomas Ibáñez, qui va intervenir sur le thème « Que reste-t-il de l'utopie ?» et témoignage sur la lutte antifranquiste dans les années 60-70, de la mort de Franco à l'Espagne contemporaine. Un petit rappel quand même, à partir des années 1960, c'est une nouvelle génération d'Espagnols qui se mobilisent contre le régime du caudillo. Durant près de 4 décennies, Franco va faire assassiner ses opposants. Jusqu'à la veille de sa mort en novembre 1975, il ne cessera de faire garrotter et assassiner. Et malgré cette terreur, des grèves éclatent et des mouvements d'opposition se forment. La résistance et la dictature restent toujours vivaces. En 1977, 2 ans après la mort de Franco, dans l'urgence de la transition démocratique, le Parlement espagnol vota la loi d'amnistie générale qui libéra les prisonniers politiques. Mais elle interdit également le jugement des crimes franquistes grâce à un pacte de l'oubli défendu par toutes les formations politiques, de la droite à la gauche. Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 furent alors occultées. Mais depuis quelques années, des associations de mémoire historique, des citoyens espagnols, rescapés parfois du franquisme, saisissent la justice pour rompre ce pacte du silence et faire condamner les coupables. Armand Gatti, notre ami et compagnon, mettant en scène, avec qui nous avions mis en scène une pièce de théâtre sur la Nueve, à l'origine de notre association, Armand Gatti avait l'habitude de dire et de poser cette question: pourquoi nous avons gagné la guerre d'Espagne? Les associations de mémoire historique aujourd'hui lui répondent en chœur en Espagne. Pour elles, il s'agit de faire comprendre l'idée qu'en dépit de leur victoire militaire, les franquistes ont perdu la bataille sur un plan humain et sur un plan moral. Les exilés et toutes les victimes du franquisme nous ont montré le chemin. L'idée d'utopie et le rêve égalitaire restent toujours en vie 80 ans après la retirada. Bonsoir y buenas tardes para quienes usáis el español. Aimé rappeler au tout début, et c'est vrai, c'est une certitude, il rappelait au tout début que nous n'évoquons que des défaites. Mais il est tout aussi vrai et il est tout aussi certain que ce que nous évoquons, ce sont des victoires et de grandes victoires, un peu dans la ligne de ce que Daniel vient de dire maintenant. Parce que tous les gestes, tous les épisodes de résistance, de lutte contre la domination, l'oppression, l'exploitation, sont des victoires. Et en tout cas, moi, je préfère le voir sous cet angle. Lorsque une pesante chape de plomb et de sang s'abattit sur l'Espagne en 1939, il est bien connu que l'utopie qui avait fait se dresser une grande partie du peuple contre le coup d'État fasciste ne s'avoua pas vaincue pour autant. Ni les milliers de prisonniers politiques, ni les exécutions sommaires ne réussirent à entamer la volonté de lutte inspirée par cette utopie. Une volonté de lutte dont témoigne par exemple le fait que pendant les 10 années qui suivirent la fin de la guerre, pas moins de 14 comités nationaux de la CNT, la Confédération nationale du travail, furent reconstitués dans la clandestinité après chaque démantèlement policier. 14 en seulement 10 ans et sous une dictature qui n'hésitait pas à tuer et à torturer. Parallèlement à l'énorme effort déployé pour maintenir cette organisation, se développait aussi une résistance armée qui était menée le plus souvent par des libertaires venus de l'exil. Et je sais bien que le fait de ne mentionner ici que les noms d'Amador Franco, Raúl Carballera, José Luis Paterilla, Kiko Sabaté, Wenceslao Jiménez, Ramon Villa, revient tout simplement à ne pas rendre justice, à ne pas faire justice à la longue liste des combattants tombés en Espagne. Et par ailleurs, lorsqu'en 1939, des centaines de milliers de personnes entreprirent la retirada pour chercher asile en France, la merveilleuse utopie qu'elles avaient vécue si intensément dans l'Espagne des années 30 ne se brisa pas pour autant contre l'imposant rempart des Pyrénées. Bien au contraire.
l'utopie traversa douloureusement, il est vrai, ces montagnes. Et comme le font les plantes les plus vivaces, elle réussit à survivre dans les camps où s'entassaient des réfugiés, s'accrochant par exemple, tout à l'heure Geneviève l'a évoqué, au sol aride des plages d'Argelès. Et voici que 20 ans plus tard, au tout début des années 60, ceux et celles qui avaient combattu le fascisme tout en essayant de réaliser l'utopie, virent comment leurs enfants les rejoignaient dans la tenace poursuite de leurs espoirs. Et cette rencontre entre générations revigora soudain la lutte antifranquiste en insufflant un nouvel élan, une nouvelle vigueur à l'utopie. Et à partir de là, ce n'est pas de la connaissance, de l'étude, à partir de la connaissance et de l'étude que je vais parler, mais à partir de mes tripes, c'est-à-dire de ce que j'ai vécu directement. Donc, à partir de sentiments plus que de l'analyse froide et rationnelle. C'est ainsi qu'en 1961, je parlais du tout début des années 60, en 1961, l'ensemble du mouvement libertaire espagnol, alors j'insiste, l'ensemble du mouvement libertaire espagnol, toutes tendances confondues, c'est-à-dire la CNT, la FAI, Fédération anarchiste ibérique, la FIJL, Fédération ibérique des jeunesses libertaires, cet ensemble se conjura formellement en congrès pour relancer la lutte directe contre le franquisme à travers toute une série d'actions dont la carte maîtresse, la carte fondamentale, n'était autre, je vais utiliser un euphémisme que tout le monde comprendra très facilement, n'était autre que la mise hors d'état de nuire du dictateur lui-même. Alors l'histoire, bien évidemment, montre que cette carte maîtresse n'atteint pas son but. Mais l'échec des diverses tentatives d'en finir avec l'existence de l'infâme, de l'exécrable dictateur, n'empêcha pas ces actions de se succéder à bon rythme pendant plusieurs années. Il s'agissait d'engins faisant plus de bruit que de mal, destinés à montrer que la résistance était capable de déjouer le dense, le touffu système répressif de la dictature. Et ces engins visaient aussi à redonner espoir à la partie de la population qui ne s'était pas résignée. Et ils cherchaient à susciter un écho médiatique international, rappelant au monde entier que la honteuse existence de la dictature franquiste continuait au sein de l'Europe. Alors, la force de l'utopie, l'attrait qu'elle exerçait, suscita, comme cela avait déjà été le cas d'ailleurs en 1936, un bel élan de solidarité internationale. Si bien que les actions entreprises comptèrent avec la participation de camarades provenant de divers pays. De France, tel le docteur Paul Denay, qui en 1962 accompagna le jeune libertaire Antonio Martín au cœur même du mausolée franquiste, le fameux Valle de los Caídos, pour y provoquer une déflagration, ou bien comme Alain Pécunia, qui après avoir purgé des années de prison en représailles pour l'une de ses actions, fut victime, mais en France cette fois-ci, d'un mystérieux accident qui faillit lui coûter la vie et qui lui laissa des euphémismes. Le vice-consul espagnol à Milan pour sauver la vie d'un jeune libertaire barcelonais, ou encore des compagnons algériens ou suisses qui n'hésitaient pas à encourir les risques de l'action directe par solidarité avec cette utopie. Et ces risques n'étaient pas du tout mineurs, comme en témoigne l'exécution au garrot, El Garrote Vil, des jeunes libertaires Francisco Granado et Joaquín Delgado en août 1963. Le fait est que dans ces années 60, la dictature ne se borna pas à sévir contre la réactivation de l'utopie en sol espagnol. Elle joua aussi de ses accointances à l'étranger et elle obtint des autorités françaises, du gouvernement français, l'arrestation en 1963, de dizaines et de dizaines de membres de l'exil espagnol et la mise hors la loi de la FIJL qui fut contrainte à passer à la clandestinité, comme l'a rappelé il y a un instant Geneviève. Bien que dans ces conditions, la lutte était devenue encore plus difficile et plus risquée, celle-ci persista contre vents et marées. Et c'est ainsi que, fin avril 66, le groupe 1er mai,
liés à la FIJL, réussissaient un authentique coup d'éclat en enlevant à Rome Monseigneur Lucia, l'ambassadeur de Franco auprès du Vatican, et en revendiquant cette action depuis le cœur même de la dictature, c'est-à-dire depuis la capitale de l'Espagne. C'était en 1966. Et à peine 2 ans plus tard, la grande utopie qui avait parcouru l'Espagne des années 30 put se ressourcer littéralement dans ce fabuleux événement que fut mai 68. Un événement dans lequel de nombreux enfants de l'exil s'impliquèrent sans la moindre réserve. Un événement dont les échos franchirent beaucoup de frontières, y compris celle de la péninsule ibérique, et firent reverdir, refleurir, au début des années 70, l'utopie libertaire en sol espagnol. Ces échos contribuèrent en effet à éveiller des sensibilités insoumises. Et c'est ainsi, par exemple, qu'en 1974, le jeune Salvador Puchanti, après avoir été l'un de ceux qui avaient repris à pleine main le flambeau de cette utopie, le paya de sa vie, brutalement arraché par les bourreaux franquistes qui appliquèrent une fois de plus le cruel procédé du garrot, un garrote vil. Mais ce fut surtout à la mort de Franco qu'une explosion aussi énorme, aussi spectaculaire que tout à fait imprévisible projeta des éclats d'utopie dans toutes les villes, les villages, les quartiers, les usines, les écoles de l'Espagne. En effet, de façon tout à fait surprenante, complètement inattendue, la CNT ressurgissait comme par miracle des tréfonds de la mémoire historique, et elle remplissait jusqu'au ras-bord tous les espaces où elle convoquait des meetings. Ils furent nombreux, mais le plus spectaculaire fut sans aucun doute celui qui, en juillet 1977, rassembla à Barcelone plus de 100 000 personnes. Et je peux vous assurer qu'en contemplant cette multitude, surgie d'on ne sait où, aucun des participants ne pouvions en croire nos propres yeux. Mais cette résurgence n'était pas fleur d'un jour. Dès la fin 1975, début 1976, les syndicats libertaires se constituaient rapidement par branches d'industrie dans toutes les villes. Leurs locaux ne désemplissaient pas et leurs assemblées retrouvaient à la virgule près les pratiques qui avaient fait l'originalité du mouvement révolutionnaire jusqu'à la fin des années 30 en Espagne. Cependant, cette utopie retrouvée comme par magie, comme par enchantement, dut se mouvoir dans un contexte social et politique extraordinairement agité qui succédait brusquement au franquisme, mais sans parvenir toutefois à s'en séparer vraiment. Les 2 grandes formations qui dominaient l'aile gauche du spectre politique, c'est-à-dire la plateforme de convergence démocratique autour du Parti socialiste et la junte démocratique d'Espagne autour du Parti communiste, cessèrent de se disputer à propos de quel devait être le degré de rupture qu'il convenait d'opérer avec l'ancien régime. Et elles fusionnèrent dans une puissante alliance qui s'inclinait définitivement en faveur d'un pacte avec les forces de l'ancien régime. Du coup, bien entendu, cela assurait le passage relativement pacifié vers une démocratie conforme aux standards européens, mais sans procéder loin de là, bien loin de là, à une rupture radicale avec le régime antérieur, c'est-à-dire avec la dictature. Et cela impliqua, par exemple, l'acceptation de la monarchie entre bien d'autres héritages directs du franquisme. Une fois que les partis politiques et les syndicats furent légalisés, en avril 1977, la Constitution espagnole, votée en décembre 1978, consacra sur l'autel du consensus politique l'insolite et l'indigne ambiguïté d'une rupture qui conservait en sous-main une hypocrite continuité avec le régime antérieur. Et sans nul doute, la pilule était dure à avaler pour une bonne partie, en tout cas, de la population qui rêvait d'autres scénarios et qui exigeait un changement beaucoup plus profond. En fait, pendant cette période de transition, la tension sociale atteignit une intensité extraordinaire avec des dizaines et des dizaines de grandes grèves et avec une répression qui ne s'embarrassait d'aucun faux-semblant,
comme ce fut le cas, par exemple, lors de la grève lancée en mars 1976 dans la ville de Vitoria, au Pays Basque, qui se solda par 5 morts et plus d'une centaine de blessés, dont certains par balle. Ainsi, loin d'avoir été aussi exemplaire, aussi pacifique que l'on a bien voulu la présenter, la transition espagnole se déroula dans un climat de violence qui comptabilisa rien moins qu'entre 500 et 700 morts dans la brève période écoulée entre la disparition de Franco fin 1975 et le début des années 80. Et parmi ces morts, on ne saurait oublier, bien sûr, les 5 personnes, militants ou proches du Parti communiste, qui furent assassinés en janvier 1977 par les nervis fascistes dans un bureau d'avocats à Madrid. Alors bien entendu, l'utopie libertaire ne pouvait se satisfaire ni des pactes entre l'ancien et le nouveau régime, ni de la paix sociale que cherchait à imposer la répression. Elle agita donc le monde du travail, au point de parvenir, par exemple, à paralyser la Catalogne avec la grande grève des stations essence que la CNT organisa en 1977, à peine quelques mois après avoir été enfin légalisée. Dans ce contexte, lorsque, en octobre 1977, les forces politiques et syndicales signèrent avec le gouvernement espagnol les ignobles pactes de la Moncloa afin de briser la combativité des travailleurs, la CNT apparut comme l'élément qui, par fidélité avec l'utopie et par son refus de s'intégrer dans ce vaste accord, pouvait faire chavirer toute l'entreprise de mise au pas de la classe ouvrière et de désamorçage des espoirs de changement radical. Il fallait par conséquent la neutraliser à tout prix. Et cela fut mené à bien grâce à une opération policière qui lui fit endosser le sanglant attentat de la salle de fête La Scala à Barcelone, où périrent en janvier 1978 4 travailleurs qui, pour comble, étaient tous membres de la CNT. Et ce ne fut pas un hasard, mais alors pas du tout, si cet attentat eut lieu au cours d'une imposante manifestation organisée par la CNT ce même jour à Barcelone pour protester précisément contre quoi? Contre les pactes de la Moncloa. Habilement criminalisée par les bas-fonds de l'État, l'utopie, qui avait connu 2 années, ça je peux vous l'assurer, d'une incroyable, d'une véritable splendeur, s'étiola assez rapidement. Et elle mit ensuite plus d'une décennie à relever lentement la tête. Mais les racines de cette utopie étaient apparemment d'une rare profondeur, car peu à peu, elle se remit sur pied, et elle le fit même tellement bien que le syndicalisme libertaire compte aujourd'hui avec plus de 100 000 adhérents entre ses 2 principales organisations, la CNT et la CGT, qui de plus sont majoritaires dans certains secteurs stratégiques, tels par exemple les transports métropolitains de Barcelone. Ceci dit, parallèlement à cette consolidation de l'anarcho-syndicalisme, c'est au sein des actuels mouvements sociaux que palpite avec le plus de force cette utopie. Celle-ci imprègne tout un foisonnement de collectifs libertaires ou à teneur libertaire, ainsi que des centres sociaux autogérés, des coopératives sociales, des communautés agricoles qui émaillent le tissu social espagnol. Alors c'est un peu comme si l'utopie libertaire avait essaimé hors de son habitat traditionnel et avait pollinisé d'amples secteurs sociaux qui la reconstruisent, chacun à sa manière. C'est cette pollinisation peu tapageuse, mais efficacement productive, qui permet de comprendre, par exemple, la magnifique, la spectaculaire explosion populaire qui envahit et occupa les places publiques en mai 2011 à Madrid, à Barcelone et dans beaucoup d'autres villes. Et dont il reste aujourd'hui encore quelques braises, malgré la mise au pas électoraliste de ce grand mouvement spontané que fut le mouvement du 15e. Alors oui, que personne ne s'y trompe. Aujourd'hui, quelques 80 ans plus tard, la grande utopie de 36-39 palpite toujours en Espagne. Elle le fait sous des formes certes rénovées, mais dans lesquelles on reconnaît clairement
l'empreinte de ses lointaines origines. Plutôt que de chercher à cesser d'être une utopie, en se matérialisant tôt ou tard dans le réel, elle semble plus convaincue que jamais que sa raison d'être n'est autre que de continuer à élargir sans cesse les limites du possible. Et ce n'est qu'ainsi, ce n'est qu'en se maintenant comme une belle, comme une attirante, comme une chaleureuse utopie jamais atteinte, qu'elle peut attiser des révoltes et produire des retombées qui sont, en fin de compte, et si on y pense bien, des actions, des retombées profondément transformatrices du réel. Et je termine, pour qu'il y ait un moment pour le débat, la grande utopie de 36 a réussi à traverser les différentes étapes qui se sont succédées depuis lors jusqu'à nos jours. Certaines d'entre elles furent particulièrement dures en exil, particulièrement cruelles en sol espagnol. Mais ce qui m'est vraiment allumé il y a longtemps déjà par cette utopie continue de briller et qu'elle semble bien loin de vouloir s'éteindre. Je vous remercie pour votre attention.